Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors pas de revanche pour le Paris Saint-Germain et un nouveau revers au Parc des Princes contre Manchester United. Beaucoup de choses à décortiquer, à analyser sur cette rencontre, alors on va le faire en images et on va le faire surtout sans plus tarder avec deux questions fondamentales. Qu'est-ce qui explique cet échec? Qu'est-ce qui a construit le succès des Mancuniens? Alors pour analyser cette rencontre, on peut mobiliser une grande diversité d'éléments. Il y a vraiment plein de choses, plein de points à souligner, à mettre en valeur. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, mais le tout premier est évident, c'est un entrejeu parisien en grande difficulté. On pouvait déjà avoir des doutes en regardant la compo, Danilo Pereira en 6, derrière Ander Herrera et Idrissa Gueye, c'est pas le trio le plus joueur. Disons qu'il y avait d'emblée plusieurs déficits, un déficit technique, d'abord un déficit de complémentarité entre ces trois profils, ensuite et enfin peut-être un déficit de complicité, d'automatisme, c'est des joueurs qui se connaissent pas encore très bien, donc voilà, tout ça pour dire qu'on partait sur une base déjà assez vacillante, mais la tâche leur a été rendue encore plus compliquée par l'approche sans ballon de Manchester United qui les a totalement verrouillés. Alors on le voit très bien sur cette image, au bout de 27 secondes de jeu seulement, Bruno Fernandes est au marquage individuel sur Danilo Pereira, Fred en bas à droite est au marquage individuel également sur Ander Herrera, Scott McTominay juste au-dessus de lui et pas vraiment en individuel sur Gueye. On voit sur cette action par exemple qu'il est plus orienté zonalement, parce que Bruno est toujours sur Danilo, Fred suit Herrera de partout, mais McTominay contrôle plus la zone, qui est parfois celle de Gueye, parfois celle de quelqu'un d'autre. Mon intuition sur le sujet, c'est qu'en tant que meilleur milieu destructeur de ce 11, il était orienté zone pour pouvoir cibler plus spécifiquement le porteur, pour pouvoir museler le porteur. Ici, Di Maria décroche, il vient s'en occuper. On se souvient aussi de son tacle sur Neymar en début de match. Alors sur Twitter, j'ai parlé pour décrire cette animation défensive du système miroir d'United. Ça en a fait rire certains qui voyaient une forme de jargon un peu pédant pour décrire ce qui serait que un simple marquage individuel. Évidemment, c'est pas du tout ça. Alors, miroir, ça me semblait pas être un terme particulièrement agressif, mais l'idée derrière, c'est que oui, on a eu un marquage individuel dans l'entrejeu, mais il a été rendu d'autant plus efficace qu'United n'a pas eu besoin de déformer son système pour le mettre en place. Et si vous voulez vous en convaincre, l'expérience est assez simple. Prenez un 4-3-3 points de base comme celui du PSG hier soir, prenez un 3-4-1-2 comme celui d'United hier soir, superposez-les. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un triangle qui se calque parfaitement l'un sur l'autre, c'est ça le miroir, et ça joue un rôle fondamental hier soir pour priver le milieu parisien de ballon sans trop étirer la forme naturelle d'United. Ça leur a donc permis d'avoir quelque part le meilleur de deux mondes, à savoir à la fois le marquage individuel, mais aussi une forme rationnelle, pas trop déformée. Du coup, ça me semble pas anodin, c'est pas si commun que ça pour un marquage individuel, surtout dans l'entrejeu où on peut laisser beaucoup d'espace. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le dire. Peut-être aussi que ça souligne à quel point le choix du système de Solskjaer a été important. Il utilise un 3-4-1-2 pour la première fois de la saison, ça aussi c'est pas anodin. Ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent qu'il a utilisé ce système à 6 reprises, précisément l'année dernière, 3 fois contre Chelsea, une fois contre Liverpool, 2 fois contre Manchester City. Qu'est-ce que tous ces matchs ont de commun? De gros adversaires qui sont arrivés en 4-3-3 point de basse avec un 6 organisateur, Jorginho pour Chelsea, Fabinho pour Liverpool et Rodri pour City. Donc voilà, je voulais revenir quand même brièvement là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de trolls sur Twitter, ça me dérange pas du tout, la plupart du temps, ça m'amuse plutôt, faut savoir en rire, mais les accusations de malhonnêteté intellectuelle, pour le coup c'est plutôt quelque chose que je prends à cœur. Tout ce que je fais, je le fais pas pour me donner un style, je le fais parce que j'aime le foot et parce que n'en déplaise à certains, je crois qu'il y a des choses à comprendre dans le foot. Donc voilà, si certains préfèrent en rire, si certains préfèrent tourner ça en dérision, libre à eux, mais comme on dit, je crois que c'était une belle occasion de se taire. Donc voilà, système miroir effectivement très utile pour Manchester United, et pas que sur le triangle de l'entrejeu, on a vu aussi le cadrage très précieux de Martial et de Rashford sur les deux centraux du PSG, Diallo à droite et Kimpembe à gauche. Si le décalage vers un latéral était tenté, et là, ça déclenchait le pressing du piston, on voit Wan-Bissaka sortir sur le temps de passe pour cadrer Kurzawa, et ça a condamné le PSG à faire constamment des choix sous-optimaux. Il y a par exemple ce dégagement de Navas qui finit en cage à cage, récupéré directement par De Gea, ça a poussé parfois Danilo à décrocher entre les centraux pour créer un 3 contre 2 à la relance, mais d'une, c'est là qu'on a vu la pauvreté absolue des relayeurs. Herrera avec ballon, c'est assez compliqué, et Idrissa Gueye totalement transparent, 34 ballons touchés, sorti à la mi-temps, voilà, 8, c'est tout simplement pas son rôle. 2-2, avec Danilo Pereira entre les deux centraux, ça a poussé Kimpembe à allonger avec une transmission pas inintéressante pour Di Maria, mais quand on plante par défaut à la relance, c'est de casser deux lignes, ça va devenir compliqué, et en l'occurrence, ça n'a pas abouti. Le résultat logique de ce milieu en panne est
peut-être même le résultat prévisible. Je crois qu'on était beaucoup à imaginer une physionomie de ce type quand on a vu l'annonce de la compo, quand on a vu ces 3 gars dans l'entrejeu. C'est des joueurs offensifs qui décrochent très très bas. Neymar au niveau de la ligne médiane derrière le trio du milieu, quelle image terrible. Neymar à 70 mètres du but d'United au bout de 3 minutes de jeu. À l'heure de jeu, c'est pas mieux. Et puis ça concerne Mbappé aussi, qui se retrouve empêtré dans des situations un peu absurdes avec personne en mouvement autour de lui, comme Di Maria qui est passé en mode quarterback pendant qu'Herrera se massait le bas du dos, un milieu en panne. Ça fait effectivement très mal. Alors voilà, pour moi c'était vraiment la clé de lecture principale de ce match. Maintenant il y a aussi d'autres éléments qui expliquent le résultat final. Le foot c'est un sport riche, varié et surtout plein de petites péripéties, donc beaucoup d'autres éléments, de paramètres on va dire secondaires. Le premier par exemple, un des paramètres, c'est que Bruno Fernandes a fait un bon match. Contrairement à Danilo Pereira qui l'a éteint par un marquage agressif, lui a pu être trouvé grâce à sa grande liberté de mouvement. On l'a vu occuper toute la largeur et être dangereux avec ses passes liftées en première intention, un peu à la Jorginho. Paris a aussi perdu parce qu'il a manqué d'inspiration dans la zone de vérité, a raté beaucoup de décalages simples, comme celui-ci de Kurzawa qui est fait dans le mauvais timing et dans les pieds d'Mbappé, comme ici où Di Maria déclenche un tir très dangereux. C'est une de ses positions préférentielles, il est capable de les mettre de là, mais il avait l'espace pour lancer Florenzi avec sûrement un centre plongeant encore plus intéressant dans la foulée. Paris a perdu parce qu'au vu de la physionomie, il aurait fallu un très grand match de Neymar, et sans être mauvais, il a manqué un peu de jus, surtout en contre 1. Paris a perdu parce que Martial a été malin. Je dis pas qu'il n'y a pas penalty, mais je dis qu'il joue très bien la situation, profite de son bon contrôle orienté pour forcer l'addition de l'arbitre. Paris a perdu parce que Navas n'a pas encore peaufiné sa technique d'arrêt post-changement de règles. D'ailleurs, ça aurait été assez dramatique, mais je crois que même le deuxième aurait été à retirer s'il l'avait arrêté. Et puis United a gagné parce qu'il a consenti un effort collectif réel. Cet engagement dans le repli empêche Paris de jouer sa meilleure carte, c'est la transition avec Neymar à la baguette pour lancer Mbappé. United a gagné parce que Rashford, malgré quelques choix incompréhensibles dans le dernier tiers, a fait un bon match et a battu son vis-à-vis à plusieurs reprises pour attaquer l'espace. United a gagné parce que Pogba est entré. Là, on est peut-être dans le deuxième paramètre majeur de la rencontre. Alors que le PSG commençait à reprendre le dessus à l'heure de jeu, s'est procuré quelques très bonnes situations. On a vu les meilleurs mouvements de Paris entre la 60 et la 65e, certains qui auraient vraiment pu aller au fond. Dès le retour des vestiaires, Mbappé avait contraint De Gea à un arrêt de grande classe. Je pense que Gay pour Keane, ça a fait du bien. Je pense qu'United a aussi rencontré un vrai mur physique à l'heure de jeu. Ils ont commencé à tirer la langue, conséquence logique de beaucoup d'efforts sans ballon. Mais du coup, tout ça pour dire que Pogba a vraiment renversé la fin de match. Dès son premier ballon, il apporte de la fraîcheur via ses projections, sécurise la possession avec les qualités qu'on connaît et est à l'initiative du but du 2-1. Donc voilà en gros pour les paramètres secondaires. Enfin, pour boucler l'analyse, je voulais m'arrêter brièvement sur le match de Danilo Pereira. Alors c'est un débat que j'ai eu avec certains d'entre vous sur Twitter. En gros, à la fin de la rencontre, je parlais d'un match un peu inquiétant pour lui et beaucoup n'étaient pas d'accord. Après avoir vu la rencontre une deuxième fois cette nuit, c'est de là que viennent tous les screenshots, je dirais qu'il n'a pas été catastrophique. Il a gratté plusieurs ballons dans l'entrejeu. Ses jaillissements ont sans doute empêché Bruno Fernandes d'avoir encore plus d'influence. Il a aussi réussi un excellent retour sur Rashford, un tacle en pleine surface décisif. Et selon WhoScored.com, il finit le match à 6 interceptions et 3 tacles réussis. C'est des bonnes stats. Mais pour autant, il a aussi eu quand même des lacunes défensives. Alors, il aurait pu limiter davantage le jeu de déviation de Fernandes, qui a été trouvé trop facilement en transition, comme ici sur une passe de Shaw, ou ici à nouveau sur une passe de Shaw. Il a souffert dans son dos en compensant mal la sortie de Kimpembe. Rashford se trompera en bout d'action, mais ça aurait pu coûter cher. Je dirais certainement pas qu'il a fait un mauvais match sans ballon, mais c'était plus du 7 sur 10 que du 9 sur 10, et avec ballon surtout ça a été très dur. Ici il tente d'écarter sur Florenzi avec un externe pied droit, rate totalement son geste, ça file en touche. Ici surtout, il a 3 solutions pour faire progresser le ballon et casser une ligne. Regardez l'attitude corporelle de Neymar et de Di Maria qui est assez flagrante. Il hésite et préfère plutôt écarter avec une passe latérale neutre. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres sur son match hier. Si vous le revoyez dans son intégralité, vous verrez qu'il y a pas mal de moments, quand on fait pause sur Danilo Pereira, on le voit mieux, pas mal de moments où il privilégie une passe latérale neutre plutôt qu'une passe qui fait avancer le jeu. Donc si je devais revoir mon jugement initial, mon jugement à chaud, j'enlèverais quand même le mot inquiétant. Je trouve que inquiétant, c'est pas le bon terme parce que ça suppose une projection vers l'avenir. On est inquiet par rapport à la suite et c'est pas véritablement ça parce que c'est son premier match. On l'a vu dans un contexte vraiment pas évident avec des relayeurs au-dessus de lui qui étaient en dessous de tout, qui lui ont proposé très très peu de solutions. J'attends de le voir avec Verratti, j'attends de le voir avec Paredes, j'attends de le voir avec une plus grosse caisse physique aussi. En réalité, niveau athlétique, c'est là qu'il a pêché et ça a dû conditionner certains de ses choix techniques. En réalité,
réalité, il était presque cramé au bout de 55-60 minutes, surtout avec le passage en 4-4-2 à la mi-temps. Donc voilà, tout ça pour dire plein de circonstances atténuantes, et j'enlèverai le mot inquiétant, mais de là à dire qu'il a fait un bon ou un très bon match, je dirais pas ça non plus. On attendra de voir, et c'est sûr que le PSG a besoin de plus avec ballon de la part de son numéro 6. Alors on passe au top avec Marcus Rashford déjà, qui a fait très mal aux axiaux parisiens, son but est superbe, il a une belle qualité d'élimination, quelques choix étranges dans la zone de vérité lui empêchent de monter un cran plus haut au niveau de la note. Bruno Fernandes ensuite, grande influence par ses déplacements, son jeu en une touche, son leadership, c'est pas évident de retirer un péno après en avoir raté un quelques secondes plus tôt et en avoir raté un ce week-end aussi. Après, il est coupable d'une grosse erreur qui aurait pu coûter cher, mais s'en sort bien. Enfin, on aurait pu mettre Tuanzebe qui a réussi un bon match face à Mbappé. On aurait pu mettre McTominay, Keylor Navas, Fred. Il y a beaucoup de joueurs, je dirais à 7 sur 10 hier. Alors j'ai choisi Solskjaer, qui est peut-être pas un super coach de projet, pas un super coach de saison, mais qui en l'occurrence a bien préparé ce match. Son 3-4-1-2 a été couronné de succès, coaching réussi aussi avec l'entrée de Pogba en prime. Alors niveau flop ensuite, le duo Gueye-Herrera, transparent, trop mal équipé pour faire progresser le ballon et symbole d'un effectif quand même fondamentalement déséquilibré, surtout avec des absents. On aurait pu citer Abdou Diallo pour sa première mi-temps, très compliquée, mais sa deuxième est très bonne, donc il y échappe. Je mets du coup Tourelle en manque de ressources et a fortiori avec tous ses blessés, mais ses choix n'ont pas été payants et on a rarement vu un PSG aussi pauvre qu'hier. En tout cas voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste avant qu'on se quitte, je voulais prendre un petit temps pour remercier l'immense majorité des personnes qui sont encourageantes et bienveillantes. Alors non seulement c'est très motivant pour moi, en gros la bienveillance que je lis dans vos messages, dans vos commentaires, c'est motivant personnellement, mais je crois que c'est aussi plutôt une bonne chose à cultiver et à développer dans le monde de manière générale. Je crois qu'on a plus besoin en ce moment, même je crois de tout temps, mais on a plus besoin de bienveillance que de cynisme, et voilà, c'est mon petit message parce que récemment je vois de plus en plus de personnes qui m'aiment pas trop, en gros, un petit peu de partout, et je vois des comportements qui sont passons, très étranges et surtout particulièrement improductifs. Mais j'essaye de ne pas y consacrer trop d'énergie, trop d'importance. Il y a 99% de gens qui comptent vraiment pour moi, et ça c'est vous. Donc merci de votre soutien, à nouveau, qu'il soit visible ou invisible. J'espère surtout que les vidéos continuent à vous plaire. Alors j'essaye en ce moment de franchir encore un cap. Je crois que le gros objectif de cette saison pour moi, c'est de continuer à progresser encore davantage dans ma vision analytique à ce sujet. Du coup, la petite transition, c'est que je voulais faire une petite pub pour mon ami Simon, alors que vous connaissez sûrement sous le nom de Piotr Foot. J'ai pris un de ses cours d'analyse tactique il y a quelques semaines. Il propose une masterclass en gros très complète. Il peut la faire en français ou en anglais. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous approcher de sa très fine vision d'un match, je vous mettrai son lien en description. Évidemment, il me paye pas pour le dire, c'est juste que c'est du haut niveau, c'est moi qui le paye pour le cours, c'est du haut niveau, vous pouvez y aller. Alors, si tout ça vous a plu, si cette vidéo en particulier vous a plu, vous pouvez me soutenir avec un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater la prochaine, dès demain, l'analyse d'Olympiakos OM, vous savez ce qu'il faut faire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça aussi, ça m'encourage beaucoup. De notre côté, on se retrouve donc dès demain après-midi pour l'analyse. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente soirée, bon match à tous, et prenez soin de vous, surtout, on se dit à bientôt. Bisous.